Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la thématique du réemploi, encore une fois, et plus particulièrement aujourd'hui, on va approfondir le sujet de la dépose soignée. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre intervenant, Maxime Joly, qui est fondateur de la société Alternatinov. Bonjour Maxime. Bonjour. Tu vas bien? Merci bien. Je te remercie d'avoir bien voulu prendre le temps de venir partager ton expertise et ton expérience en matière de dépose soignée avec nous. Nous avons élaboré un programme ensemble pour approfondir le sujet de la dépose soignée. Nous allons passer tous à peu près 1h15 ensemble pour regarder comment ça se passe une dépose soignée en vue de réemploi, notamment comment se servir du diagnostic PEMD, mais aussi qui peut réaliser une dépose soignée, quels sont les points de vigilance quand on l'organise, et surtout que faire des matériaux qu'on dépose, parce que c'est pas la peine de les déposer si on n'en fait pas quelque chose juste après. Avant de se lancer dans le vif du sujet, quelques modalités pratiques. Vous l'aurez remarqué que vos caméras et vos micros sont coupés. C'est pas pour autant qu'on ne veut pas vous entendre. Vous pouvez parfaitement, tout au long de la présentation, poser vos questions dans le chat et nous avons dédié un temps à la fin de l'intervention pour pouvoir répondre à ces questions. Et pour clarifier aussi, le support de présentation et le replay seront disponibles après, vous seront envoyés et seront disponibles sur le site du pôle énergie. Quelques mots d'abord sur le pôle énergie. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, on est le centre de ressources régionales du bâtiment durable en Bourgogne-Franche-Comté. Notre mission, c'est d'accompagner les professionnels du bâtiment dans tous les changements de pratiques qui sont nécessaires dans le cadre de la transition énergétique. On fait ça par des formations, des informations, des accompagnements et on organise notamment des temps de sensibilisation comme ce webinaire aujourd'hui. Et on est financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, ADEME et l'ARS, et on fait partie du réseau bâtiment durable qui est animé par l'ADEME. Avant de commencer à parler de dépose soignée proprement dite, Maxime, je t'invite à te présenter et surtout présenter aussi l'activité de ta société Alternatinov. Yes, merci beaucoup déjà. Merci de pouvoir, à travers vos différents webinaires et Midi du bâtiment, mettre en avant les pratiques du réemploi dans le milieu de la construction et de la rénovation. Alternatinov, donc c'est une société qui a été créée en 2019, qui est issue d'un constat qui était le paradoxe entre d'un côté le bâtiment qui est le premier émetteur de déchets en France et dans le monde, et paradoxalement le milieu dans lequel il y a le moins de filières de reconditionnement. On a des filières de recyclage qui sont aujourd'hui bien développées, mais en termes de réemploi et de réutilisation, on est vraiment aux prémices. Donc, on a commencé par une activité de matériothèque, dépôt-vente de matériaux, récupération de matériaux, mise en dépôt-vente, etc. C'était notre première activité. On s'est assez vite, du coup, ensuite dirigé vers une activité de dépôt soigné, celle sur laquelle on va mettre l'accent aujourd'hui. On fait également, en partenariat avec le bureau Low Carbon Design, des diagnostics PEMD et ressources. Et on fait aussi une nouvelle activité, une activité de sourcing, notamment avec aussi une partenaire, donc Anaïs Membré Décoration, c'est-à-dire le chinage, la recherche de matériaux de réemploi pour ceux qui veulent intégrer des matériaux bas carbone au sein de leur projet de construction et rénovation. Voilà. Je pense que c'est la matériothèque qu'on voit sur la photo. Tu peux nous Oui, préciser où elle est située, cette matériothèque, où est oui, tout basée à fait. ta société? Tout à fait, c'est vrai. En général, j'oublie pas de le dire. Notre matériothèque est donc située à Maison du Bois-Livremont, donc dans la République du Saugeais, pour ceux qui connaissent, donc dans le Haut-Doubs, à côté de Pontarlier. Et donc, il s'agit d'une ancienne ferme comtoise qui a été rénovée en lieu de dépôt et stockage de matériaux. C'est pas forcément le type de bâtiment que je vous conseille pour le stockage de matériaux, mais pour nous, ça a été une première tentative, un essai qui était intéressant de pouvoir faire dans ce bâtiment-là. Donc voilà. Ok, très bien. Parce que là, pour ceux qui ne sont pas de Bourgogne-Franche-Comté, peut-être que là, ce bâtiment n'est pas forcément
des plus courants. Si je t'ai demandé d'intervenir aujourd'hui, c'est que je pense savoir que tu commences déjà à avoir une petite expérience en matière de dépôt soigné. Est-ce que tu peux nous parler de quelques-uns de ces projets que tu as déjà pu réaliser? Oui, effectivement, donc en fait, on a travaillé à partir de 2019-2020 sur des projets de dépôt soignés. Ça a commencé initialement plutôt par des petits projets, des maisons individuelles, des petits appartements, etc., sur lesquels on a un peu expérimenté. Et donc là, aujourd'hui, on peut mettre en avant, je vais aller de gauche à droite en partant par la première ligne et ensuite la seconde ligne. On va avoir en fait plusieurs typologies de bâtiments sur lesquels on a pu intervenir et intervenir, on va dire, proprement, c'est-à-dire intervenir avec non pas un système de sauvetage un peu barbare où on intervient comme ça en vitesse pour sauver les matériaux de la benne, mais une intervention cadrée sous contrat avec, voilà, avec une maîtrise d'ouvrage qui voulait que ce soit vraiment une activité qui soit non pas officieuse, mais vraiment officielle. Donc en haut à gauche, on peut remarquer, donc ça c'était le collège de Villers-le-Lac, c'était un réfectoire cuisine du collège de Villers-Lac dans le Haut-Doubs, donc plutôt un établissement tertiaire, on va dire scolaire. Ensuite, le Pixel à Besançon, donc plutôt une partie bureau, donc c'est une autre typologie encore de bâtiment. Ensuite, sur la droite, on a une partie, un ancien immeuble d'habitation rue Colin à Pontarlier, avec 8 ou 10 appartements, je crois. Donc là, il y a plutôt une typologie de bâtiment d'habitation. Pareil pour en bas à gauche, rue de Fontenay-Saint-Pontarlier, encore un immeuble de 8 appartements avec également plutôt des logements d'habitation. En milieu en bas, on a l'ancien bric-au-stock de Danemarie-sur-Crète, donc à côté de Besançon, donc là qui était plutôt un bâtiment de type industriel, de bâtiment métallique, sur lequel on a récupéré 3000 m² d'isolation. Et actuellement, encore en cours, là, en bas à droite, l'ancien laser game de Pontarlier qui a malheureusement coulé à cause du Covid. Donc là, on est plutôt dans un lieu un petit peu spécifique de loisirs, c'était un labyrinthe, pour ceux qui connaissent le laser game. Donc tout ça pour dire qu'on a pu intervenir sur plusieurs typologies bâtiments plus ou moins gros, sur lesquels du coup, en fait, ça prouve en fait, on peut faire du réemploi sur toute typologie de bâtiment. D'accord. Et c'est justement, tu as donc déjà quelques, quelques dépôts soignés à ton actif sur lesquels tu te bases pour partager ton expérience aujourd'hui. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit sondage pour savoir qui sont les personnes présentes aujourd'hui, à qui Maxime s'adresse. Donc, je vais lancer le petit sondage et si tout va bien, vous avez affiché à votre écran une question qui demande simplement qui vous êtes, quelle est votre activité, si vous êtes maître d'ouvrage, architecte, bureau d'études, spécialiste réemploi, différentes sortes. Si vous êtes une entreprise de travaux, une entreprise de démolition ou plutôt la catégorie autre. Je vais vous laisser quelques instants encore parce que ça continue à venir les chiffres. Je pense voir qu'on a pas mal d'architectes présents. C'est la majorité pour l'instant. Il y a suivi par des spécialistes en réemploi. Ça bouge encore. Là, ça s'est stabilisé. Donc, je vais mettre fin au sondage et je vais partager les résultats. Donc, logiquement, vous voyez à l'écran le résultat du sondage. Donc, on voit que, effectivement, les architectes semblent être majoritaires parmi les participants, suivis de près par la famille spécialiste réemploi. Non, je lis pas bien. Suivi de près par la famille autre, donc ça veut dire que j'ai pas été suffisamment précise. N'hésitez pas dans le chat à mettre de qui vous êtes, quelle est votre activité pour qu'on le sache. Donc, architecte suivi par une famille d'hôtes, suivi par des spécialistes réemploi, des bureaux d'études et puis aussi quelques maîtres d'ouvrage. Je vous remercie pour cette petite question qui va faire que c'est un petit peu plus sympathique pour nous de savoir à peu près qui on a en face. Donc, on va continuer. Et si on va parler de dépose soignée, moi, j'aimerais, on commence par la base. Quel est l'intérêt d'une dépose soignée? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Eh bien déjà, pour commencer, bien sûr, naturellement, le premier intérêt de la dépose soignée, c'est la réduction des déchets qui sont issus du bâtiment, hein, du milieu de la construction et de la rénovation.
On est à plus de 45 millions de tonnes par an en France. Et du coup, ça a été la première motivation qui a créé Alternative. Ensuite, il y a d'autres intérêts. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante où c'est moi qui... Bien sûr. Merci beaucoup. Il y a aussi un deuxième intérêt, donc de réduction des déchets, ce qui signifie également, je ne l'ai pas forcément indiqué, mais aussi un impact carbone réduit. Parce que le traitement des déchets ou la production d'autres objets neufs, c'est de l'impact carbone non négligeable. Donc on est dans une société où on cherche à quand même décarboner avec les enjeux environnementaux et climatiques actuels. Donc ça a été la première motivation de la création d'Alternative. Maintenant, il y a d'autres bienfaits dont on s'est rendu compte en travaillant sur ces sujets-là. La création d'emplois. On est fiers de pouvoir dire qu'on fait de la création d'emplois presque pure, dans le sens où la plupart du temps, dans les projets notamment de rénovation et de démolition, la déconstruction sélective ne vient pas remplacer la démolition, on ne vient pas piquer du boulot aux démolisseurs parce qu'il y en aura toujours besoin, c'est un autre métier, il y aura toujours besoin de ça, tout n'est pas réemployable, donc il y aura toujours besoin de leurs prestations, mais nous on vient créer de l'emploi presque pur là-dessus parce que on remplace un travail mécanisé par un travail de petites mains, entre guillemets, avec des interventions sur site pour la préservation de ressources. Donc ça c'est intéressant et ça permet également de proposer ensuite via des matériothèques éphémères ou des matériothèques fixes des prix solidaires pour des personnes qui n'auraient peut-être pas forcément pu se permettre d'accéder à certains types de matériaux. Donc on a un intérêt qui est multiple. Il y a aussi l'intérêt en termes d'économie circulaire, c'est-à-dire que toutes ces démarches-là, que ce soit la déconstruction sélective, le sourcing, le reconditionnement, le réemploi de matériaux ne peut pas être délocalisé. Ça reste vraiment des choses qui... les matériaux, c'est lourd, c'est volumineux, donc on essaie de les garder sur un territoire donné. Donc, un peu comme une monnaie locale, ça va avoir tendance à vivifier l'écosystème économique local, et c'est aussi intéressant. Bien. Alors, avant de commencer une dépose, c'est important de bien se préparer, de prendre connaissance de divers documents qui sont disponibles, qui sont mis à disposition par le maître d'ouvrage et de l'équipe projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les points de Oui, vigilance? oui, bien sûr. Malheureusement, j'ai loupé le dernier webinaire, pas bien, où Sophie présentait le diag PEMD ressources, hein, Sophie Lambert de Bobby Réemploi. Hein. Donc effectivement, pour la dépose soignée, ce qui est important pour nous, pour commencer, si on veut parler de dépose soignée, c'est la lecture du diag PEMD ou du diag ressources, qui, pour le déconstructeur sélectif, va être un document, une forme de potentiel cahier des charges. Tout dépend de la façon dont il a été conçu, mais en somme, forme de catalogue de matériaux potentiellement disponibles sur un projet donné. Et donc, ça va nous permettre, en fonction du curseur d'ambition réemploi de la maîtrise d'ouvrage, de savoir sur quoi est-ce qu'on axe la dépose soignée. Est-ce qu'il est plus pour une dépose soignée qui s'autofinance, auquel cas on va plus s'intéresser à la dépose des matériaux, on va dire, avec une plus-value pécuniaire importante. Il est plus pour une dépose soignée qui permette une réduction, on va dire, d'impact environnemental conséquent. Donc on va plus s'intéresser aux matériaux qui ont un impact carbone conséquent, etc., etc. Ensuite, il y a toute la partie, on va dire, plus protection des travailleurs sur site, donc diagnostic amiante et diagnostic plomb. Normalement, c'est indiqué aussi, tout devrait être compilé dans le DIAC PEMD qui indique les matériaux qu'il ne faut surtout pas toucher. Donc ça, c'est important quand on lance les équipes de savoir dans quel matériau est potentiellement concerné, notamment par le sujet d'amiante, hein, voilà, dans les cols de carrelage, dans les joints de menuiserie, dans les conduits de ventilation en fibro, etc., etc., dans les toitures. Voilà. Bien sûr, les plans, c'est intéressant aussi pour nous de pouvoir euh, les avoir pour établir un plan d'action. Et effectivement, en lien avec ces plans, un descriptif du déroulement de la déconstruction ou de la démolition pour prioriser nos différentes interventions et aller d'une zone à l'autre. Voilà. Très bien, j'ai une question aussi dans le chat concernant la différence entre un diagnostic PEMD et un diagnostic ressource. Ah, Oui. Ouais. donc du coup, il y a quelqu'un qui répond pour nous dans le chat, le diagnostic ressource, c'est pas réglementaire, elle va plus loin que le PEMD avec une proposition de réemploi. Donc effectivement, le diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets,
est réglementaire depuis cet été pour des matériaux supérieurs à 1000 mètres carrés qui répondent à certaines exigences, alors qu'un diagnostic ressource, ben, en gros, c'est tous les diagnostics qui étaient réalisés avant cette date et qui peuvent aussi être partiels ou examiner d'autres sujets. Alors, quand nous avons préparé, Maxime, ce webinaire ensemble, tu voulais, dans l'ordre des tâches à, à faire pour préparer une dépose soignée, tu évoquais déjà à ce stade la commercialisation des matériaux. Et moi, j'avais été surprise, mais en fait, c'est dans la préparation d'une dépose soignée, il faut presque tout de suite considérer la commercialisation des matériaux. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, et ben, en fait, parce qu'on aime bien vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, plus sérieusement, en fait, ce qui se passe, c'est que, aujourd'hui, la filière de réemploi de matériaux est en train de se former, de se constituer. On a encore, une force de frappe qui est vraiment très réduite. On n'a pas des grands entrepôts avec, multiples racks à palettes et fenouiques à disposition pour stocker des matériaux et on n'est pas comme ça dans des immenses entrepôts à attendre que les chantiers de déconstruction et de démolition arrivent pour pouvoir y stocker toute une tonne de fenêtres, de baies vitrées, de produits qui peuvent être potentiellement lourds et volumineux. Et voilà, donc en gros, pour aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de, de faire ce qu'on appelle de la dépose conditionnelle, c'est-à-dire de commencer à proposer les matériaux sur les plateformes, sur les sites de vente en ligne ou autres, dès le moment où on sait qu'il va y avoir une rénovation ou une démolition, le plus tôt possible, même si c'est 6 mois avant, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, l'important, justement, plus on s'y prend tôt, plus, mieux c'est. Et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de nous, on vend beaucoup comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en règle générale, je vais prendre un exemple, hein, le cas justement du dernier sujet dont je parlais, le laser game de Pontarlier. Je suis intervenu 3 semaines avant sur le chantier pour, mettre en publication l'intégralité des matériaux qui étaient disponibles sur site et quand 3 semaines après, quand on est intervenu, on avait déjà 2 tiers des matériaux qui étaient réservés. Ce qui a fait qu'on avait amené nos différents engins de logistique et manutention, la remorque 2 essieux, etc. Et ce qui fait que ben, on a pu organiser en fait des réservations et des livraisons tous les jours au fur et à mesure du chantier. Ce qui fait qu'on a pu évacuer notre chantier petit à petit dans la douceur, en rendant un service logistique en plus à nos clients. Et en plus, nous, en minimisant la manutention, on n'a pas eu besoin une seule fois de revenir à la météorothèque, tout redécharger l'intégralité des matériaux pour ensuite réaccueillir des clients qui viennent recharger les matériaux. Enfin bref, on essaie de faire de sorte à gagner sur ce côté logistique. Et ensuite, il y a aussi tout un tas de matériaux qui sont potentiellement qu'on pense être très intéressants. Le cas typique qu'on parle tout le temps, c'est les baies vitrées, les fenêtres. Oui, c'est intéressant des baies vitrées, des fenêtres, même si elles ont que 5 ans ou 10 ans. C'est intéressant, mais déjà, d'une part, c'est pas toujours non plus très judicieux parce qu'au niveau thermique, on a des contraintes qui sont accrues. Mais il y a aussi le fait que ben, elles sont intéressantes parce que quand on les a payées pour les mettre chez soi ou dans un projet, elles ont coûté cher. Mais une fois qu'elles sont sorties de la réservation dans laquelle elles étaient situées, elles n'ont plus vraiment de valeur parce qu'il faut retrouver le chantier dans lequel on peut les replacer. Donc tout ça, c'est par exemple des choses qui ne sont pas forcément faciles à déposer et on ne va pas forcément se donner la peine de les déposer soigneusement si on n'est pas sûr d'avoir un client derrière. D'où l'intérêt de s'y prendre au plus tôt, donc avec une fenêtre de tir la plus large possible pour que les potentiels intéressés puissent se présenter et que du coup on optimise la dépose soignée. C'est vraiment l'intérêt. Voilà. C'était très clair, merci Maxime. On va poursuivre. Euh, donc, il y a beaucoup de préparation avant de s'attaquer à la dépose proprement dite. Donc, on continue dans cet enchaînement. Quelles sont les interventions préalables à réaliser avant de, avant de s'attaquer vraiment à l'acte de dépose? Eh bien, les interventions préalables sont bien sûr de se renseigner un petit peu sur le contexte du chantier, le planning, l'ensemble des participants à ce chantier et d'être intégré comme un acteur à part entière de ces chantiers-là, comme les démolisseurs, comme les désamianteurs, comme les cureurs, pour organiser un petit peu ensemble la façon dont on va intervenir. Il ne s'agit pas d'intervenir comme ça arrive encore trop de fois, malheureusement, un petit peu en catastrophe juste avant le démolisseur, avec voilà, pas forcément de préparation vis-à-vis du PPSPS, hein, donc le document de sécurité qui nous est demandé par le SPS, le responsable sécurité. Bref, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse intervenir voilà, proprement sur un chantier
en coordination avec les différents corps de métier et également en lien avec les entreprises techniques du chauffage, de ventilation, de la plomberie, de l'électricité, pour être sûr qu'il y ait bien une bonne consignation des réseaux avant intervention, une coupure de l'eau de ville, une vidange des réseaux de chauffage, etc. Parce que ça va avoir un impact ensuite derrière sur la dépose soignée. Voilà. Ok. Euh, et l'organisation de la dépose proprement dite. Alors, comment est-ce que ça on s'y prend? Parce qu'il ne s'agit pas de foncer sur le chantier et d'aller toutes les minutes. C'est une organisation après quoi? Oui, ben bien sûr. Alors après, au niveau de la dépose soignée, aujourd'hui, c'est une activité qui est souvent portée par des structures d'insertion. Donc, il faut déjà savoir si on va avoir des salariés en insertion ou pas sur le chantier. Ça va pas forcément changer grand-chose, hein. Dans tous les cas, tout ce que je vais énoncer, c'est valable pour tout le monde. Simplement, c'est plus en termes d'encadrement que c'est important de pouvoir se poser la question. Nous, par exemple, on fait souvent appel à des salariés en insertion et on ne part pas sur plus de 2 personnes avec un encadrant au niveau de l'insertion, parce que sinon on peut vite être débordé. Bah, déjà, il faut, voilà, il faut pouvoir suivre le chantier et surtout suivre la sécurité aussi sur le chantier. Donc, bien sûr, naturellement, comme pour tous les chantiers, tous les corps de métier, la sécurité, le port des équipements de protection individuelle, le respect des consignes qui sont propres au chantier. Voilà, bah, par exemple, propre au chantier, on ne touche pas aux fenêtres parce qu'il y a de la viande dans les joints ou quoi, etc. Enfin bref, et aussi un rappel des gestes de manutention sur l'ergonomie. Peut-être des fois, on peut même organiser des petites sessions d'échauffement le matin, voilà, ou d'étirement le soir. Ça peut aussi être pas mal. C'est des métiers un petit peu mixtes entre des polisseurs et aussi des ménageurs. Il y a beaucoup de manutention. Donc, il faut aussi bien se renseigner sur tous ces sujets-là et ne pas hésiter à les transmettre aux équipes. Ensuite, ben, bien sûr, il faut sensibiliser les équipes sur chantier de l'intérêt de la démarche, sur le fait que ben, ce qu'on fait, c'est innovant, c'est nouveau, que, voilà, que l'intérêt, il est vraiment de réduire l'impact environnemental des chantiers. Donc ça, c'est bien aussi que les compagnons, les personnes sur site puissent être conscients qu'elles participent à une forme de transition. On peut aussi être, parfois amené à faire des tests de dépose. Voilà, pas plus tard qu'encore ce matin, je regardais sur un chantier de Besançon, un parquet qui était un parquet massif sous lino. Est-ce qu'il est récupérable? Il y a eu de la colle à lino et du lino par-dessus. Est-ce qu'on peut le récupérer ou pas? Ben, voilà, faut pouvoir aussi de temps en temps organiser des tests de dépose parce que sans l'avoir testé, on ne sait pas si on pourra le récupérer ou pas. Et puis voilà, puis on a toujours également, malgré les diags PMD qui sont faits de manière la plus précise possible, on a toujours des choses qui changent entre le diag PMD initial et finalement ensuite la dépose soignée derrière, parce que en enlevant des plafonds, en enlevant des cloisons, on se rend compte qu'il y a des choses derrière encore, donc on se pose la question, bah là peut-être qu'on peut ou pas le récupérer, on a des opportunités, donc voilà. Toujours le diag PMD, ça peut être le diag ressource, ça peut être un élément qui change et qui s'actualise un petit peu avec le temps au fur et à mesure de la vie du chantier. Et puis voilà ce que je voulais dire au niveau de l'organisation. Mais c'est rien de bien sorcier comparativement à d'autres métiers finalement. C'est simplement d'avoir une organisation de sorte à gérer les déposes, la sécurité et puis sensibiliser aussi. Il y a peut-être un élément qu'on peut un petit peu aborder, c'est la notion de de calendrier. C'est-à-dire que l'acte de dépôt, souvent de soigner, elle n'est pas forcément toujours prévue dans le planning du Oui, chantier et que c'est quand même quelque chose qui doit en gros s'intercaler entre le désamiantage et oui, le curage, enfin la oui, partie vraiment démolition proprement oui. dite. Donc, Mhm. Tout à fait. Bah, par exemple, on a tendance, nous, à souhaiter intervenir en premier, entre guillemets, après consignation des réseaux par l'électricien, le plombier chauffagiste, parce que le désamianteur, lui, quand il va intervenir, il va souvent devoir déposer un maximum de matériaux qui vont le gêner dans son opération de désamiantage. Et du coup, il peut lui arriver du coup de déposer sans soin tout un tas de matériaux pour pouvoir lui procéder à son activité. Donc nous, on préfère par exemple intervenir avant le désamianteur, avant le cureur, bien sûr, avant avant le démolisseur, bien entendu, euh, pour, euh, pour pouvoir justement, tout en prenant bien connaissance du diag amiante pour savoir ce qu'on peut toucher ou pas, mais pour optimiser un maximum la dépose. Et ça, c'est quelque chose, des fois, quand on rencontre des gens, il y en a qui disent, mais il faut que vous interveniez après le désamiantage. Eh ben, non, nous, c'est pas forcément judicieux. Il faut simplement intervenir en sachant ce que l'on peut ou pas toucher.
Mais voilà, il y a toujours des fenêtres de tir. Et après, il y a les discussions aussi en fonction, voilà, si on est dans une zone occupée, ça peut complexifier la chose. Suivant s'il y a une partie qui est démolie et une partie rénovée, bah, faut bien savoir qu'est-ce qui va être démoli et rénové. Voilà, enfin bref, il y a toute une série de contraintes qui sont liées à chaque projet. En somme, faut le préparer. L'idée, c'est pas de découvrir son chantier le matin quand on arrive avec les équipes, mais de le préparer en amont, lors de réunions de lancement, voilà, pour faire les choses de manière la plus rigoureuse possible et la plus optimale. Mm. Et puis la partie que tu soulignais aussi, transmettre l'intérêt de la démarche. Il y a pas mal de témoignages de chantiers où il y a eu tout un travail en amont d'identification de ressources réemployables, peut-être même une nouvelle vie pour ces ressources. Et puis, dans un moment d'inattention, l'encadrement du chantier revient et puis tout ce matériel-là n'a pas du tout été déposé soigneusement. Donc, il y a un vrai enjeu pédagogique Ouais. qui doit aller jusqu'au bout de la chaîne. Tout à fait, oui, c'est vrai. Parce qu'en plus de ça, c'est vrai qu'un chantier, quand on fait de la démolition, ça peut presque être, quelque part, enfin, faire le «bourrin» entre guillemets, balancer les trucs, casser et cetera, il y en a certains qui aiment ça. Franchement, il y en a qui aiment ça, ça les défoule, je sais pas. Mais, nous, du coup, on est obligé de réfréner un petit peu ces envies-là et de dire: «Bah non, nous, notre objectif, c'est pas d'être, des gros bourrins. L'objectif, c'est vraiment d'être, soigneux dans notre geste» et voilà. Et après, bien sûr, des fois, il y a une forme mmh, de raisonnabilité à avoir entre, temps de dépose et qu'est-ce qu'on va récupérer? Voilà. Il y a des choses pour lesquelles on fait des tests, on essaye et puis en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à les récupérer. Au bout d'un moment, bah, il faut pouvoir dire: «Bon, bah, là, non, stop, on n'arrive pas à récupérer ce parquet-là, il est collé, ça va pas, on abandonne, tant pis». C'est dur, hein, des fois, parce que quand on investit quelques heures dessus et cetera, on y croyait, voilà, mais c'est ça, c'est toujours un petit peu un juste milieu entre à la fois, le planning du chantier et à la fois, bah, le soin et la douceur qu'on doit apporter à cette dépose. Mm. J'ai une question dans le chat que je vais profiter de poser là. C'est le fait qu'il faut des vrais savoir-faire pour faire de la dépose, pour certains matériaux en tout cas. Est-ce que le fait d'avoir un recours quasi systématique euh, euh, voilà, j'ai perdu ma question, aux structures d'insertion, euh, est-ce que c'est pas un écueil? Et surtout en milieu rural. Alors, moi, je trouve que l'insertion a bien sa place dans le milieu de la déconstruction sélective parce que, déjà, d'une part, c'est un milieu qui est, déjà naissant et pour nous, faire appel à des structures de mise à disposition de salariés en insertion, c'est très enrichissant. On rencontre, toute une série de personnes. Moi, je ne connaissais pas du tout l'insertion avant. Aujourd'hui, je trouve que c'est un milieu qui est très intéressant et je ne saurais pas reconnaître quel salarié est un salarié intérimaire, un salarié en CDI ou un salarié en insertion aujourd'hui sur un chantier. Heu il y a des déposes qu'on connaît aujourd'hui pour lesquelles on a des entre guillemets «des matériaux», on va dire classiques, sur lesquels il y a les complexités sont connues. Voilà, les portes, les radiateurs, les fenêtres, les parquets, les appareils sanitaires, les tableaux électriques et cetera et cetera. Les luminaires, les faux plafonds, on connaît ce type de matériaux en général, on sait à peu près sur quoi est-ce qu'on va. Après bien sûr qu'il y a il y a des matériaux qui peuvent être parfois, d'autres types, des matériaux un peu plus, on va dire d'ébénistes, des métiers d'art, de taillage de pierre ou de vitraux ou autres. Et là, effectivement, auquel cas, on aura tendance plus à se rapprocher de personnes qui connaissent et notamment qui peuvent potentiellement réparer si il y a casse lors de la dépose. Ça, c'est vrai que ça, c'est autre chose. En fait, chaque cas de figure s'étudie en fonction du chantier, mais, majoritairement, quand on intervient sur un chantier, on connaît à peu près les risques et les savoir-faire à avoir pour la dépose de tel ou tel matériau. Voilà. Mm. Ok, très bien. Je propose qu'on continue. Donc, une fois qu'on a déposé les matériaux soigneusement, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, il y a plusieurs, perspectives qui s'offrent à nous. Comme on le disait tout à l'heure, on peut très bien envisager de faire de la vente en pied de chantier. Moi, c'est aujourd'hui la solution qu'on essaie de favoriser le plus possible. C'est-à-dire d'organiser, des rendez-vous avec
avec les clients, bien souvent particuliers d'ailleurs pour notre secteur, hein. Je sais qu'il y a d'autres secteurs où c'est plus des clientèles professionnelles. Chez nous, actuellement en Franche-Comté, on a majoritairement une clientèle de particuliers. Donc on organise des ventes en pied de chantier, c'est-à-dire aux barrières et rases de chantier, où on va charger le matériel directement dans dans le véhicule du client. Ça, c'est pas mal. Ça nous évite justement de la manutention inutile. Et si c'est anticipé en amont, c'est vraiment une façon de pouvoir gagner du temps et surtout s'économiser le dos. Ensuite, on peut essayer de négocier avec la maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre un Algeco ou des Algeco de chantier qui sont dédiés pour faire un stockage en attendant que, ça peut être pas mal. Alors voilà, ça change d'ébène, hein, c'est autre chose, mais il nous arrivait effectivement de faire appel à ce type de conteneurs pour stocker provisoirement les matériaux en pied de chantier. En termes de véhicules de manutention, si vous pouvez, nous on n'en a pas, mais j'adorerais en avoir un camion avec haillons, ça c'est vraiment le luxe, c'est super ça pour un chantier. Voilà, on a un tire-pale, on a un camion avec haillons, on peut faire un peu ce qu'on veut avec des palettes, bien sûr, les fameuses palettes, on les retrouve. Encore une fois, toujours dans une perspective d'économie du dos, voilà, de vraiment réussir à éviter les manutentions. Je dis ça parce que ça fait nous 3-4 ans qu'on manutentionne tout la plupart à la main. Et aujourd'hui, on cherche vraiment à pouvoir investir dans du matériel de manutention un peu plus conséquent pour justement gagner du temps et surtout gagner en ergonomie, quoi. Voilà. Très bien. Et j'essaie de suivre le débat passionné et passionnant dans le chat en même temps, en parallèle. Mais je reviens à notre échange. Donc, après le transport, il y a effectivement des enjeux concernant le stockage. Est-ce que tu peux développer les éléments comment les questions à se Oui. poser Mm. concernant le stockage, combien de temps on doit le stocker, où, Ouais. et si on Eh doit ben, si on doit tout stocker en fait. ouais, effectivement, c'est une vraie question. Alors, on apprend tous les jours hein, sur ces sujets-là. Chaque année qui passe, on sait un peu plus ce qu'on peut se permettre d'accepter, de stocker ou pas. Voilà, on a fait pas mal d'erreurs au début qui nous ont aujourd'hui appris un peu ce qui était judicieux ou pas à stocker. Donc, effectivement, encore une fois, on peut potentiellement faire des stockages dans une matériothèque. Alors, en pied de chantier, ça veut dire une matériothèque éphémère. On a la chance de travailler en ce moment actuellement avec Made in Past, hein, des constructeurs sélectifs de Lyon, sur un projet de Besançon pour Saint-Jean SMCI, sur lequel on a ouvert la matériothèque éphémère il y a un mois, pour lequel d'ailleurs le pôle énergie avait organisé une inauguration. Et donc, la matériauthèque éphémère, ça peut être une solution pas mal sur les grands sites sur lesquels il y a de la place. On peut se donner le temps aussi. C'est intéressant ce type de choses-là, encore une fois, pour des raisons de gestion logistique, manutentionnelle, etc. Les matériauthèques éphémères, je pense qu'elles ont leur place sur les gros projets avec de la place. Ça peut être pas mal. Et ensuite, pour ce qui est des matériauthèques fixes, donc là, actuellement, on a encore trop peu de matériothèques partout en France. C'est en train de se développer, ça commence à se développer, mais ça prend du temps parce que c'est tout de suite beaucoup de bâtiments, beaucoup de terrains, beaucoup de volume, de racks à palettes, d'engins de manutention. Donc il faut du temps pour que la filière s'organise. Et toujours concernant cette question de temps, normalement, on nous dit qu'il ne faudrait pas stocker des matériaux plus de 6 mois. Nous, il y en a certains qu'on a depuis plusieurs années. C'est vrai que ça fait mal au corps, on essaie d'éviter, mais on va être contraint, nous, prochainement, de devoir faire des allers-retours à la déchetterie pour jeter des matériaux qu'on a sur les bras depuis quelques années, parce que ça nous prend de la place et qu'on n'a pas le loisir de pouvoir stocker ça encore trop longtemps. Donc, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. En général, on va stocker en conséquence de notre lieu de stockage. Plus on a de place, plus on va stocker. Voilà, mais faut pouvoir avoir une gestion de stock sérieuse là-dessus, et nous, on apprend encore tous les jours là-dessus. Ouais. Et je crois que tu disais que tu avais certains matériaux que tu avais en stock depuis 2 ou 3 ans déjà. Ouais. Mhm. Et Ouais, ouais, là, c'est ça. tu envisages de les déstocker Ouais, ou c'est ça. pour Ouais, pression. ouais, il faut qu'on les déstocke, hein, il faut, mais j'avoue que c'est pas facile parce que notre ambition, c'était vraiment initialement d'éviter les déchets et que ça finisse à la benne. Mais on va être obligé, malgré tout, d'être
réaliste, c'est de dire, bah là, on s'est planté, on a cru qu'on allait pouvoir sauver ça, c'est pas possible, donc il faut qu'on l'amène à la déchetterie. Donc voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Ce sera, si c'est déjà 5% du volume qu'on brasse, pour moi, ce sera déjà trop, mais ça fait déjà toujours quand même 95% qui sera sauvé de la benne. Donc voilà. Et pour la question, alors je vois passer une question sur la gratuité de la déchetterie. Non, actuellement, malheureusement, on ne l'a pas, donc ça fait aussi double peine. On est obligé d'aller à la benne, d'aller à la déchetterie, et on se tape encore derrière la facturation de la déchetterie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va négocier avec notre syndicat de collecte des déchets local, parce que justement, on voudrait mettre en avant le fait qu'on évite déjà des déchets. Donc c'est dommage que le peu de déchets qu'on n'arrive pas à éviter, ils nous leur facturent derrière, quoi. Voilà. Oui, très bien. Alors, concernant la dépose soignée, c'est nouveau pour tout le monde et c'est nouveau pour les maîtres d'ouvrage qui doivent avoir le réflexe en amont de prévoir de la dépose soignée. Premièrement, c'est réglementaire maintenant de faire le diagnostic. Ça sert pas à grand-chose de faire un diagnostic PEMD si on ne s'en sert pas aujourd'hui aussi pour faire la dépose soignée et le réemploi derrière. Et, quel conseil est-ce que tu aurais pour les maîtres d'ouvrage concernant la prescription finalement de dépose soignée? Ah, j'ai été trop vite. Yes, bah, bien sûr, en fait, le conseil que je pourrais donner aujourd'hui à la maîtrise d'ouvrage, si elle veut faire du réemploi et de la déconstruction sélective, c'est de créer un lot à part entière dédié à la dépose soignée. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus contraignant, ça nécessite un contrat supplémentaire, un interlocuteur supplémentaire, des contraintes dont on se passerait bien voilà, dans des milieux qui sont déjà bien, bien chargés en termes de charge de travail. Mais ce qu'on veut mettre en avant, c'est le fait que la dépose soignée aujourd'hui et la vente de matériaux de réemploi, c'est un autre métier que le métier de démolisseur et gestionnaire de déchetterie. Et donc, on a essuyé, et quand je dis on, je parle de Matériothèque de Bourgogne-Franche-Comté, il nous est arrivé d'essuyer quelques écueils en répondant à des appels d'offres avec des gros démolisseurs, des grosses entreprises là-dedans, au moment de la phase commerciale, en étant un petit peu la caution locale, économie circulaire et on va dire, et sociale pour l'entreprise qui répondait. Et lorsqu'elle a obtenu le chantier, elle nous a un petit peu mis de côté, nous signalant que bah, non, bah, finalement, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu problématique. Donc voilà. Donc en somme, tout ça pour dire que si on veut faire du réemploi et qu'on veut lui donner une crédibilité, il faut qu'on puisse le considérer comme un métier à part entière et non pas un sous-métier. C'est différent de gérer de la dépose soignée que de gérer de la démolition. C'est différent de gérer des flux de bennes, de matériaux que de gérer des objets, des équipements, des matériaux. Il y a aussi peut-être potentiellement un autre métier qui est issu du réemploi et de la dépose soignée, c'est le sourcing, où on va fournir des matériaux pour le chantier. Si par exemple il s'agit d'un chantier de rénovation, on peut aussi intégrer une mission de sourcing pour rechercher des matériaux pour la rénovation. Enfin bref, moi je pense que l'avenir, si on veut que le réemploi puisse être demain vraiment mis en avant, il faut qu'on puisse le considérer comme un métier à part entière. Oui, tu as bien illustré la différence entre les deux métiers par les images. Euh, Est-ce que tu peux partager avec nous ton retour d'expérience concernant la vente des matériaux? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Oui, je crois que Où est-ce qu'on... Oui, Oui, pardon. vas-y. Non, 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 mais vas-y. j'ai vu passer des questions tout à l'heure dans le chat, donc peut-être que cette slide-là va permettre de répondre en partie à certaines questions. En tout cas, il y a plein de questions, c'est super, ça. Oui. J'espère qu'on arrivera à répondre à tous, mais c'est top. Effectivement, alors nous, nos petits... Alors je parle du contexte de Alternatinov, donc Matériauthèque dans le Haut-Doubs, un lieu ultra rural, bon, pas loin de la Suisse, donc avec quand même quelque part un écosystème économique assez... assez intéressant, mais voilà. Donc nous, c'est beaucoup de bois. Le bois, pour nous, c'est le premier matériel phare, que ce soit du massif ou de reconstitué, de structure ou décoratif. C'est un de nos matériaux qu'on aime mettre en avant et pour lequel le réemploi est pas trop complexe parce que ben voilà, c'est du bois, on peut le retravailler, tout le monde est équipé chez soi d'un minimum d'outils pour travailler un peu le bois. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel
on sait que ça là-dessus, on peut s'aventurer sur une dépose là-dessus. L'isolation aussi, c'est quelque chose qu'on aime, sur lequel on aime travailler, aussi en raison de son double impact. Quand on fait du réemploi d'isolation, on évite des matériaux euh, aux matériaux de partir à la benne, mais également on peut permettre à des personnes qui ne l'auraient pas forcément fait avec du neuf d'isoler voilà, des pièces complémentaires de garage, de cellier, etc., ou un complément sur isolation existante ou quoi, qui permet du coup d'avoir encore un deuxième impact de décarbonation derrière, enfin suivant bien sûr le type de chauffage de la personne qui va installer ça chez elle, mais voilà, si c'est de l'énergie fossile, voilà, ça permet encore un deuxième effet de décarbonation derrière sur l'isolation, donc je trouve ça intéressant. Bien sûr, l'électricité, notamment les tableaux électriques, voilà, ou les luminaires, ça part toujours plutôt bien. Alors, tableau électrique, bien sûr, avec arrière-moment manuel, hein, il ne s'agit pas des cartouches au plomb, bien sûr. Et puis après, on a des petites choses un peu voilà, sympas comme des appareils sanitaires vintage ou quoi qu'on commence à savoir. Il y en a certains que les gens veulent, d'autres moins, etc. Et j'aimerais juste sur. Il y avait une question tout à l'heure, je crois que quel type de matériaux n'arrivons-nous pas à écouler? Ben, par exemple, tous les matériaux qu'on peut avoir de manière assez massive. Si on fait par exemple demain un immeuble de logements sociaux avec 200 salles de bain tout d'un coup, et puis on se retrouve avec 200 lavabos sur colonne, avec 200 baignoires, et puis 200, j'en sais rien, par baignoire, et puis 200 éviers doubles 120 par 60 de cuisine sur meubles en bois mélaminé, etc. Déjà, d'une part, le fait d'avoir un si gros gisement à proposer d'un coup, ça va être difficile de l'écouler rapidement. Et après, c'est des choses qu'on voit tellement souvent que c'est compliqué d'y écouler. Enfin, les lavabos sur colonne, largeur 60, Jacob de Lafont, nous, on en a déjà un paquet et je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'en veut des comme ça, quoi. Donc, il y a aussi il y a des matériaux qu'on a plus de mal, effectivement, à écouler, mais il nous faut toujours à chaque fois un petit peu de retour d'expérience pour s'en rendre compte, malheureusement. Oui, et puis aussi pour l'instant, le réflexe de déposer soigneusement est plus courant que le réflexe d'intégrer des matériaux de réemploi dans un projet. Donc du coup, il y a aussi une différence d'échelle pour l'instant entre l'offre et la demande. Euh, on a peut-être avant d'attaquer les questions, parce qu'effectivement il y en a pas mal, juste si tu voulais partager quelques conseils de lecture pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin en matière de dépose soignée. Oh, après, en conseil de lecture, il y a les différents, vous pouvez les retrouver facilement sur Internet, mais il y a différents acteurs français qui ont pu sortir des bouquins assez intéressants sur le réemploi et l'éco-conception. On a aussi reçu Réavis, une association qui était venue faire le tour de France des matériothèques et qui était venue nous voir aussi pour parler de relamping. Elle a produit des fiches de contrôle test sur les matériaux qui sont assez intéressantes aussi sur cette partie réemploi, reconditionnement de matériaux. Mais voilà, après, il s'agit de conseils de lecture, mais je pense que Lina, toi, tu as des références encore plus intéressantes à Oui, proposer. on va le regarder à la fin. Je pense qu'on a tout dit ce qu'on voulait dire, mais nos participants souhaitent qu'on dise encore davantage. Donc, on va commencer à s'attaquer à la longue liste de questions. Le sujet Il y en a insertion, pas. on l'a traité. Par contre, il y a quelqu'un qui pose la question concernant les matériaux amiantés, la dépose et la suite à donner aux matériaux amiantés. Donc, du coup, il y a eu une réponse dans le chat, mais je pense qu'on peut l'apporter. Les matériaux amiantés, vous ne touchez pas du tout en tant que déposeur soigné. Ça fait pas Non, l'objet de dépôt soigné. non. Ça fait partie d'un traitement réglementaire et d'un traitement tout à fait spécifique et qui ne fait pas l'objet de réemploi. Mais ça, enfin, ça souligne quand même l'importance pour ce que tu as évoqué au départ de bien prendre connaissance des différents diagnostics Mhm. en amont, notamment le Oui. diagnostic amiante pour
effectivement pas interférer avec ce volet-là. Alors, il y a des questions concernant les matériaux récupérés. Il y a, en fonction du maître d'ouvrage, il y a différentes règles qui s'appliquent concernant euh, la, la propriété des matériaux. Est-ce que sur tes projets, sans rentrer dans les exigences réglementaires, dans les Mhm. détails, parce que je pense que ni Mhm. toi ni moi, on maîtrise sur le bout des doigts, mais sur Mhm. euh, les projets sur lesquels tu interviens, comment Oui, est-ce que c'est géré? Quels sont est-ce que tu interviens pour le compte de maître d'ouvrage? Est-ce qu'ils te ouais. le donnent? Est-ce que tu peux approfondir un peu tout ça? En fait, quand on organise une dépose soignée et que derrière il y a une gestion de vente de matériaux derrière, il y a plusieurs façons d'intervenir. On va dire qu'il y a une première intervention qui peut être la plus basique, la plus simple d'un point de vue administratif, mais qui, du coup, va être une prise de risque assez prononcée pour le déconstructeur sélectif, c'est-à-dire de faire un système de chiffrage avec d'un côté donc un chiffrage pour le maître d'ouvrage de la part du déconstructeur sélectif, avec les premières lignes qui concernent la dépose. Voilà, la dépose, j'en sais rien, 10 000 euros de dépose pour l'ensemble de ce matériel. Et derrière, ensuite, un ensemble de lignes qui concernent le rachat de ces matériaux par le déconstructeur sélectif. Donc, si il y a un rachat on va dire, de la part du déconstructeur sélectif, il y a une prise de risque énorme de sa part parce que tout ne va pas partir, parce que voilà, c'est compliqué. Donc, le déconstructeur sélectif va proposer un prix de rachat très bas pour limiter son risque, en tout cas pour être sûr de ne pas trop aller dans le mur. Voilà, donc ça, c'est la première option qu'il peut y avoir. Attention, petite anecdote quand même assez intéressante, enfin, en tout cas à rappeler, qu'avait dit Elisabeth Gello l'autre jour à la réunion, à la journée de réemploi à Dijon. Il faut bien scinder les deux pour des questions de TVA. Parce que quand on fait des plus et moins comme ça et qu'on fait le calcul de TVA derrière, entre guillemets, on enfume, on fait de l'escroquerie à la TVA et donc il faut bien dissocier les deux. Les plus TVA et ensuite les moins et TVA, mais dans tous les cas, ce type d'activité-là génère des TVA, donc ne pas les laisser de côté. Bref, la deuxième option que nous on propose la plupart du temps, c'est une proposition qui est un peu différente et qui permet un petit peu de rendre les intérêts du maître d'ouvrage et du déconstructeur sélectif un peu plus convergents. C'est-à-dire qu'on chiffre la déconstruction sélective et ensuite on propose au maître d'ouvrage de travailler pour son compte, pour le compte du maître d'ouvrage, avec la vente des matériaux pour son propre compte. Ce qui fait que nous, on prend une commission sur la vente de ces matériaux derrière, lui touche le reste de la vente en fait, et donc, du coup, le maître d'ouvrage comme le déconstructeur sélectif ont intérêt à valoriser le mieux possible d'un point de vue financier les matériaux derrière. Et on se donne un délai de 3 mois, 6 mois, un an, peu importe. Après, tout est négociable. Hein, après, c'est le commerce. Mais on se donne un délai derrière pour écouler ces matériaux-là. Et au terme de ce délai-là, ben, on voit après, soit il y a une cession, soit il y a une donation, peu importe. Mais en gros, l'idée, c'est de partir sur un système où nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on propose le plus. Vous avez fait appel à la déconstruction sélective au lieu de la démolition, en tout cas, ou en complément de la démolition pour une démarche environnementale. Nous, pour vous remercier d'avoir fait appel à nous, on vous rétribue de tant de pourcents, voilà, la majeure partie du produit de la vente pour vous remercier. Et quand c'est une maîtrise d'ouvrage public, nous, on demande un bon du trésor. Du coup, après, ben, c'est le service du trésor public qui nous envoie ensuite un appel de fonds correspondant au total des ventes qui lui est dû, etc. Enfin voilà, on a ces différents systèmes là qui existent. Après, on peut avoir un troisième système, mais nous, on n'a jamais fait, où on fait de la dépose soignée. Après, c'est le maître d'ouvrage qui s'occupe de revaloriser lui-même les matériaux derrière. Ouais. Alors, on a une question liée concernant globalement, là c'était comment sur chaque projet tu gères la, la vente la cession des matériaux, voilà, j'ai arrivé. Mm. Mais concernant Yes. la dépose soignée dans Mm. sa globalité, est-ce que le modèle, est-ce que l'activité en tant que telle est viable économiquement? Est-ce que De ça dépôt fait... soigné Ouais, bah,
Aujourd'hui, c'est difficile de dire que c'est viable. Alors, je crois que je vu aussi tout à l'heure passer une question sur les matériothèques. Je vais en profiter pour parler un petit peu ces deux réponses sur la partie dépôt soigné et matériothèque, qui peuvent être deux activités pas forcément toujours complémentaires, en tout cas qui ne sont pas forcément toujours exercées par les mêmes structures. Je pense que la dépose soignée peut être une activité qui devienne viable à condition que la commande vienne en face. Nous, par exemple, en Franche-Comté, c'est pas tous les jours qu'il y ait des lancements d'appels d'offres sur de la dépose soignée. C'est même assez rare. On essaie de répondre présent, on essaie de convaincre, mais ça prend beaucoup de temps, on défriche. Et il faut convaincre, convaincre, convaincre. Et nous, pour info, ça va faire 4 ans qu'on existe. Et aujourd'hui, on n'a encore pas réussi à pérenniser notre activité, hein, donc ça prend du temps. Euh, et maintenant, pour la partie matériothèque, c'est encore plus compliqué. Et on a fait des visites de matériothèque un peu partout en France avec euh, ben, les amis du secteur du Haut-Doubs. On allait faire des visites inspirantes pour aller voir un peu les autres structures, comment elles fonctionnaient. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a pas de matériothèque qui fonctionne avec un modèle économique issu des ventes de ces matériaux. Voilà, les ventes de matériaux, en général, représentent 10 à 40%, ou voire 50% du chiffre d'affaires des matériothèques en tant que tel, hein. Je parle bien de l'activité matériothèque. Ce qui fait que la plupart du temps, soit ces matériothèques ont des revenus complémentaires de la ville, de la communauté de communes, de la métropole, ou voilà, des subventions, en gros, qui permettent de combler, on va dire, le caractère euh, non rentable de l'activité. Soit, ben, comme nous, on essaie un peu de faire, c'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres activités à côté qui sont censées combler le déficit du fait de la matériothèque. Voilà. Les matériothèques, c'est même en donation, hein, c'est ça qui est difficile à faire comprendre aussi, c'est qu'il y a bon nombre de matériothèques qui malgré des donations de matériaux, malgré le fait qu'elles n'ont pas de frais de déchetterie derrière, malgré le fait qu'elles fassent appel à des structures d'insertion qui peuvent avoir, et ben malgré tout, euh, c'est difficile à stabiliser. C'est le même problème qu'avec les recycleries, les ressourceries. Malheureusement, on est dans une société où c'est plus rentable de jeter que de réparer. Ça marche encore plus pour les matériaux parce que c'est tout de suite beaucoup de foncier, beaucoup de manutention, beaucoup. Donc, on a vraiment là-dessus un modèle économique qui est difficile à trouver. Et, euh, et je ne sais pas si un jour on arrivera à l'équilibre. Nous, aujourd'hui, on essaie de gagner en temps dans notre façon de travailler. Euh, Plus faire les choses à la main, ça nous permet de gagner du temps, donc d'être un peu plus compétitif, entre guillemets. Après, il y a d'autres leviers sur lesquels on peut essayer d'agir. Par exemple, nous, on est, sur chaque vente de matériaux, on a une TVA de 20% qui s'applique pour les particuliers. Est-ce que c'est normal d'appliquer une nouvelle TVA de 20% sur des produits qui ont déjà subi une TVA de 20% par le passé? Voilà, enfin, il y a plein de sujets à discuter, il y a plein de sujets sur lesquels on peut échanger, mais aujourd'hui, malheureusement, une matériothèque, même si c'était de la donation à 100%, je ne suis pas sûr qu'elle pourrait réussir à tourner. Enfin, en tout cas, on n'en a pas vu jusqu'à présent, quoi. Donc, en conclusion, c'est plus l'activité matériaux-tech qui a des problèmes de viabilité Oui, économique que la dépose, oui, parce que la dépose, finalement, c'est des heures rémunérées et c'est la oui, décision tout d'un à fait. maître d'ouvrage Oui, de, d'investir ce temps pour pouvoir réemployer des matériaux derrière. Donc, pour la société qui fait la dépose, ben, elle est rémunérée. Après, mhm. c'est une décision de maître d'ouvrage d'être dans cette démarche ou pas. Ouais, ouais, mais Euh, ça, d'ailleurs, ça a été un combat, d'ailleurs, au début, de dire, ben, on va intervenir sur site, on va mobiliser, du coup, des moyens humains, logistiques, voilà, ça va être du transport, ça va être des repas, ça va être tout ça. Donc, au même titre qu'un démolisseur, on demande une rémunération. Bah, rien que ça, au début, c'était pas compris parce qu'on nous disait, mais oui, mais attendez, vous allez récupérer les matériaux sur site, donc vous êtes rémunéré en vous payant sur la bête, entre guillemets. Et non, malheureusement, ce cas de figure-là ne fonctionne pas. C'est très rare d'avoir des matériaux sur lesquels le coût de revente des matériaux rembourse le coût de la dépôt soignée. Il y en a certains, il y en a quelques-uns, hein. Je pense au parquet moissif, voilà, du bois noble, éventuellement des tableaux électriques ou des choses comme celle-là, mais la plupart des matériaux, et quelque part c'est rassurant, ça veut dire que les démolisseurs ne sont pas fous, ça veut dire qu'ils ne mettent pas des matériaux à la benne pour rien, c'est vraiment parce que économiquement, ça ne s'autofinance pas. Donc il faut aussi un minimum de volonté politique pour aller dans le sens du réemploi. On n'arrivera pas avec une solution forcément miracle, nous, derrière, où tout est rentabilisé, c'est vert, c'est green, et en même temps, c'est moins cher. Non, ça, malheureusement, ça n'existe pas. Ou très il y a rarement. une petite, il y a une petite phrase glissée dans le chat aussi que pour faciliter le réemploi
futur, dans les nouveaux projets, il faut prescrire des matériaux nobles. Effectivement, c'est beaucoup plus intéressant en cas de Oui, réemploi, sans oui, parler du oui. fait que la durée de vie des bâtiments est plus longue. Oui, Euh, l'éco-conception, je m'excuse, hein, mais nous, en réemploi, on aime quand on voit les vis, donc on aime les vis apparentes, on n'aime pas forcément. Enfin, en éco-conception, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, c'est le fait de favoriser les vis apparentes, le fait de favoriser les réseaux apparents, essayer de diminuer les faux plafonds, essayer de, voilà, que j'ai aussi ma tête, essayer de diminuer les gains techniques, etc., d'avoir un maximum de choses beaucoup plus simples, et ça permet de gagner en modularité dans la vie du bâtiment, de gagner en simplicité de maintenance pendant la vie du bâtiment et de gagner en simplicité lors de la déconstruction. il y a aussi plusieurs questions. Comment chiffrer une prestation de dépôt soigné? Parce que Ah bah, il au y a deux début, tu méthodes. sais pas, ouais, tu sais pas en fait au départ combien il y a à déposer, ce qui va concrètement être déposé. Ouais. Alors, il y a deux méthodes. On peut avoir un premier chiffrage qui va se faire un chiffrage à la journée. Par exemple, vous êtes maître d'ouvrage et vous voulez faire de la dépose soignée, vous n'êtes pas sûr exactement de ce que vous voulez récupérer. Vous savez qu'au niveau du planning, vous avez une ouverture de 5 jours, de 10 jours ouvrables pour intervenir. Vous demandez éventuellement un chiffrage à la journée. Et puis, ensuite, le déconstructeur sélectif derrière respecte ce nombre de jours-là et essaye de récolter un maximum de matériaux dans cette fenêtre d'ouverture. C'est une version de chiffrage qui permet on va dire de limiter le risque du déconstructeur sélectif sur ces nouveaux métiers. C'est pas facile d'estimer. Donc, un chiffrage à la journée, ça permet de sécuriser ceux qui vont intervenir dessus, hein, les structures entrepreneuriales ou d'insertion. D'un autre côté, par contre, ça veut dire on n'a pas d'obligation de résultat. La deuxième méthode, par contre, du chiffrage, c'est un chiffrage à la pièce. On commence à avoir des grilles tarifaires, on chiffre avec des grilles tarifaires donc de chiffrage de dépôts soignés par élément. Et ensuite, on se débrouille comme on peut pour réussir à déposer l'intégralité de ces éléments. Il y a une souplesse, hein. On sait très bien que on n'arrivera peut-être pas forcément à récupérer les 100% parce que la dépose, ça peut être parfois un peu de casse. Mais en règle générale, c'est moins de 5% des choses qui sont cassées. Donc voilà, c'est ces deux méthodes de chiffrage, chiffrage à la journée ou chiffrage à la pièce. Ouais, donc du coup, il y a une question supplémentaire parce qu'effectivement, ta réponse répond à la question comment l'entreprise qui va réaliser la dépose va chiffrer son offre. Mais par contre, si on se situe de l'autre côté maîtrise d'œuvre, et qu'on doit établir un budget, comment le maître d'œuvre peut Hmm. dédier une enveloppe Bah, ça, raisonnable. alors, ça va surtout être suivant en fait l'ambition, réemploi de la maîtrise d'ouvrage, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on peut très bien avoir. En fait, le diagnostic PMD va ouvrir un champ de potentialité. Voilà, sur ce chantier-là, on a 200 portes, on a, j'en sais rien, 300 radiateurs, on a 250 lavabos, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'on va tout récupérer. Ça veut dire que ça va être une base qui va nous permettre de ensuite monter le curseur plus ou moins haut en fonction de notre ambition réemploi. Donc, c'est une discussion à avoir. On peut avoir une maîtrise d'ouvrage qui veut que la déconstruction se fasse le plus rapidement possible, donc on va s'intéresser aux éléments les plus faciles à déposer. On peut avoir une maîtrise d'ouvrage qui veut une déconstruction avec un impact environnemental le plus minime, donc on va s'intéresser avec les matériaux les plus carbonés, entre guillemets. Ou alors, on peut avoir une maîtrise d'ouvrage qui veut une déconstruction sélective qui presque s'autofinance. Alors, on va s'intéresser aux quelques matériaux pour lesquels le coût de la dépose est couvert par le coût de la revente derrière. Donc, il y a plein de façons d'aborder la chose. Après, en général, on fixe des pourcentages. Par exemple, la maîtrise d'ouvrage peut dire chiffrez-nous la dépose de 20% des plus belles portes de ce chantier, de 20% des plus beaux radiateurs de ce chantier, etc. C'est notre ambition de réemploi pour ce chantier-là. Et c'est déjà très bien. C'est déjà une base pour pouvoir chiffrer. Mais ça, comment chiffrer? En général, on part du diag PEMD et après, on voit quelle est l'ambition qu'il y a derrière. Et plus le chantier est important, plus ça peut être intéressant d'avoir un AMO spécialisé aussi pour côté maître d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, s'ils veulent maîtriser Ouais. le budget en amont. Euh, Tu étais très clair dans tes propos avec tes conseils pour le maître d'ouvrage où tu as souhaité un lot spécifique des pauses soignées. Pourtant, il y a eu plusieurs questions à ce sujet-là. Donc, je vais te demander de répéter ton conseil succinctement. Comment tu souhaiterais que la dépose soignée soit prescrite idéalement?
Ouais, bah, en gros, on va dire, on va partir de la base de ce que nous, on aime le moins à ce qu'on aime le plus. Mais après, bien sûr qu'on prêche pour notre paroisse, hein, dans le réemploi de matériaux. Donc, les situations ou chantiers où on intervient qu'on aime le moins, bien sûr, c'est les chantiers où le démolisseur nous appelle, nous dit Salut, je vais intervenir à partir de lundi de la semaine prochaine sur un chantier. Est-ce que tu veux venir récupérer des choses avant que j'intervienne? Parce que sinon, c'est tout par la benne. Donc, il nous reste 2 jours pour intervenir. Là, on intervient en mode barbare, un peu de manière sauvage sur le chantier pour récolter des matériaux. C'est pas bien, c'est pas clair, on va dire que c'est pas très cadré. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le pire du pire. J'ai envie de dire quelque part, enfin, bien sûr que ça nous embête de faire ça, mais des fois, il nous arrive de faire ça pour certaines raisons et aussi parce qu'on aime dire qu'on sauve des matériaux de la benne. Donc voilà, on se permet de faire ça, mais vraiment, on aimerait l'éviter le plus possible. Le cas de figure ensuite, ce qui est suivant, c'est le fait qu'il y ait un maître d'ouvrage qui soit sensibilisé au sujet, qui a inclus des clauses de réemploi dans le démolition, et le démolisseur ensuite derrière doit faire du réemploi. Donc ça, c'est mieux quand même, hein. Ça veut dire que c'est noté noir sur blanc qu'on veut une démarche de réemploi sur le chantier. Par contre, le démolisseur, lui, va pas forcément avoir, on va dire, la possibilité de faire du réemploi, ou soit déjà d'une part l'envie. Les démolisseurs, on va dire qu'aujourd'hui, le réemploi, ils le voient plus, la dépose soignée, ils le voient plus comme une contrainte que comme quelque chose de super à accueillir. On va pas, en tout cas, ceux qu'on a rencontrés sont pas hyper enthousiastes à ce niveau-là. Et ensuite, ils n'ont pas la gestion de ce type de flux. Ils gèrent des grosses mécaniques, ils gèrent des bennes, ils ne gèrent pas des petits outils, ils ne gèrent pas des objets et des équipements à vendre. Donc voilà, il nous est arrivé d'intervenir pour des démolisseurs, mais il y en a peu qui ont démontré une grande motivation à faire du réemploi. Donc le top du top de ce qu'on adorerait, ce qu'on préférerait, c'est qu'il y ait carrément un lot qui soit totalement dédié à la dépose soignée, avec du coup écrit explicitement dedans la volonté de réemploi, tant de pourcents, des pourcentages, des objectifs, etc. Et que ce soit un lot à part entière. Voilà, c'est aujourd'hui ça qu'on adorerait pour pouvoir favoriser le réemploi et que ce soit un métier qui se professionnalise. Mm. Alors, c'est une question enfin, qui nous dépasse un petit peu, mais je vais la poser quand même pour avoir ton ressenti. Il y a quelqu'un qui demande comment imposer, entre guillemets, le travail et les missions dédiées au réemploi pour des bâtiments qui sont pas soumis réglementairement au diagnostic PEMD, par exemple. Et c'est une personne qui prend comme exemple les communes qui vendent des bâtiments, notamment des vieilles fermes comtoises, donc c'est dans le coin plutôt pour toi, qui ont la pression des promoteurs pour vendre, libérer ces terrains et qui sont pas du tout intéressés par ces prestations. Donc on peut jamais rien imposer à personne mais comment tu verrais l'incitation à ce type d'acteur pour s'engager dans une démarche de réemploi? Je pense que l'incitation aujourd'hui, elle est de plus en plus normative. Et bien sûr que celui qui voudra pas faire de réemploi aujourd'hui, je pense qu'il peut passer outre, il peut passer par d'autres solutions. Pour les calculs d'impact carbone de chantier, il y a des grilles de calcul, il y a des méthodes de calcul qui peuvent permettre d'accentuer tel modèle plus qu'un autre. Et de passer à côté du réemploi. Je peux comprendre que ça fasse peur au début, je peux comprendre qu'on préfère passer par des choses un peu plus traditionnelles qu'on connaît, mais pour ma part, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que le réemploi, il devient évident. Enfin, au-delà même de tout le contexte réglementaire et juridique, aujourd'hui, plus personne ne peut accepter qu'on continue à rénover ou à démolir comme on le fait actuellement. Alors autant nous, on a vu la différence. Avant Covid, quand on parlait de faire du réemploi dans le milieu du bâtiment, beaucoup de professionnels du bâtiment nous disaient, mais pourquoi faire? Enfin, vous êtes bizarre. Enfin, c'est quoi cette idée? Et après Covid, lorsqu'on s'est rendu compte un petit peu de notre on va dire, dépendance à des flux et des filières de conception, de fabrication qui ne sont pas finalement infinis. On pensait que les flux, la conception, les matières premières, l'énergie, on pensait que tout ça c'était infini. En fait, ça ne l'est pas. Et aujourd'hui, on ne peut plus accepter, après Covid, de continuer à jeter, de continuer à mettre à la benne des choses qui peuvent encore servir. On a vraiment senti la différence et aujourd'hui, on milite pour sensibiliser plus avec le bon sens paysan de dire j'en ai plus besoin,
mais ça peut servir quand même à quelqu'un. Donc, bah, autant que ça finisse par atterrir chez lui plutôt que de finir à la benne, plutôt que de dire, bah voilà, j'en ai plus besoin, je fous à la benne, et puis si celui qui a besoin de quelque chose, il va acheter du neuf, et puis voilà. Je pense que c'est plus là-dessus que notre société évolue. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une étude, il y a plusieurs études qui ont démontré que le marché du reconditionné, du réemploi en 2030 sera majoritaire sur le marché du neuf. Donc il est temps qu'on s'y mette et qu'on se soit pour des volontés politiques, environnementales, communicationnelles, ou que sais-je, mais voilà, il est temps qu'on s'y mette. Mm. J'ai aussi une question plus terre à terre, plus concrète pour toi. Comment est-ce qu'on a accès à ta matériothèque? Bah, on a accès avec on peut se déplacer en voiture principalement. On n'a pas de train, non, je déconne. Non, mais en fait, on est une matériothèque qui est basée dans un lieu-dit, dans le Haut-Doubs, en zone agricole. Donc nous, notre matériothèque aujourd'hui, on n'a encore pas réussi justement à faire pour toutes les questions qu'on a vues précédemment sur le modèle économique, etc. On n'a pas réussi encore à organiser des permanences. En tout cas, on essaye. Pour l'instant, les gens m'appellent, on prend rendez-vous, on se voit à tel moment, telle heure, et voilà, aujourd'hui, voilà comment ça se passe. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que quand des personnes ont besoin de matériaux, ils me le disent, c'est tel matériel dont j'ai besoin, je le sors au-dessus du pont de Grange, donc à l'extérieur, pour qu'ils puissent y avoir accès. Ils viennent, ils prennent le matériel et ils laissent l'argent dans la boîte aux lettres. Voilà, aujourd'hui, la principale manière dont Donc on vend. là, on est bien en milieu rural, hein. Ouais, exactement. Sur des centaines de transactions, à savoir, il n'y a jamais personne qui nous a volé des matériaux. Les gens ont toujours déposé l'argent dans la boîte aux lettres, donc ça donne un petit peu confiance en la nature humaine. Mais effectivement, on est beaucoup aujourd'hui sur un petit peu un système, un peu de bricolage là-dessus. Mais on espère pouvoir prochainement vraiment offrir une proposition de service qui soit à la hauteur de ce que les gens ont besoin, c'est-à-dire des permanences dans les matériothèques physiques et aussi un site internet qui soit à la hauteur de nos exigences numériques actuelles. Mm. Et il faut souligner que Alternative dans le Haut-Doubs, c'est quand même la première matériothèque de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il y a Ah bon? d'autres projets qui sont en cours, et il y a notamment les Valoris Bourguignon à côté de Chalon-sur-Saône, mais il n'y a pas 36 000 matériothèques en Bourgogne-Franche-Comté. Je pense qu'on a fait Ouais. à peu près le tour. Oui, vas-y. Non, non, je disais petit aparté d'ailleurs sur cette question de matériauthèque en Bourgogne-Franche-Comté. On travaille en lien justement avec les Valoris Bourguignon et avec l'MD Construction de Vesoul, que je salue. Je ne sais pas s'ils sont là ou pas, mais en tout cas, notre volonté justement, vu qu'on est tous un peu petits dans notre coin, avec des petits moyens, etc., on voudrait créer une structure associative régionale pour mutualiser tout ce qu'on peut mutualiser, pour travailler ensemble, pour avoir un seul et même site internet, un seul et même site de e-commerce et un seul et même site de gestion en commun, d'avoir la possibilité éventuellement de faire des navettes entre matériothèques pour permettre de faciliter les flux et les ventes et la satisfaction de nos clients et puis de s'entraider parce qu'on est sur un milieu où on est aux prémices, mais il faut absolument qu'on puisse s'entraider parce que peut-être que demain, ce sera des gros qui vont venir et qui vont peut-être grappiller tout le marché, on ne sait pas. Et nous, en tant que petite structure, ben, on est très très fragile. Donc, on essaie de s'unir pour pouvoir justement pérenniser la démarche. Mm. C'est une très bonne initiative. Euh, du coup, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On s'approche de l'heure de fin de notre rendez-vous. Donc, avant de se quitter, je propose de donner quelques informations supplémentaires. Donc, ce webinaire, il fait partie d'un cycle de 3 webinaires, dont le premier a eu lieu au mois d'octobre. Donc, j'ai vu, il y a eu plusieurs questions dans le chat concernant la différence entre un diagnostic QMD et un diagnostic ressources, les acteurs qui peuvent les réaliser, etc. Ce sujet-là a été très largement abordé dans le webinaire dont l'intervenante était Sophie Lambert de Bobby Réemploi. Donc, il est accessible en replay. Donc, n'hésitez pas à le revoir en replay pour avoir réponse à toutes ces questions. Donc, il y a l'intervention aujourd'hui de Maxime qui sera également disponible en replay. Et puis, le dernier webinaire du cycle intitulé Comment révéler l'écosystème territorial en matière de réemploi aura lieu le 7 décembre. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce webinaire. Je vais aussi faire un petit peu de pub pour la communauté régionale Bourgogne-Franche-Comté de réemploi qui réunit actuellement 170 acteurs régionaux. L'objectif de l'espace, c'est simplement un mailing list via Google, où c'est de
de faire connaître vos projets en cours, vos activités, de partager surtout, c'est surtout comme ça que c'est utilisé actuellement, vos recherches de matériaux de réemploi et faire connaître les gisements de matériaux disponibles, c'est d'échanger avec d'autres acteurs et d'être informé d'actualités régionales et découvrir des ressources d'intérêt. Donc, n'hésitez pas, si c'est encore pas fait, de vous inscrire à cette communauté. Je vais aussi souligner que la deuxième rencontre régionale de réemploi de la région Bourgogne-Franche-Comté a eu lieu à Dijon le 28 septembre dernier. Cette rencontre était dédiée à la prescription de réemploi dans les marchés publics et notamment, toute la journée était bien sûr très intéressante, mais il y avait notamment une intervention par l'avocate spécialisée Elisabeth Chelot de SCOV Avocat sur plein d'aspects réglementaires et notamment les conditions de cession de matériaux selon la typologie de maître d'ouvrage. Donc, n'hésitez pas à revoir toute la journée et peut-être plus particulièrement cette partie-là de la journée. Tout est disponible sur le site du pôle énergie. Et effectivement, concernant la lecture intéressante, en complément de ce qu'a déjà dit Maxime, dans le cadre du projet FCRBE, qui est un programme européen, où notamment pour la France, c'est Bellastock qui intervient, vient d'être publiée une série de 6 guides à destination des entreprises en fonction de leur spécialité. Donc, il y a un guide, donc ça concerne la déconstruction et la remise en œuvre des matériaux. Il y a un guide spécifique pour les entreprises générales, pour les entreprises de finition, les métiers de bois, les couvreurs, les démolisseurs et les déconstructeurs. Et ceux qui ont compté se sont aperçus qu'il manque un dans les 6 que j'ai énoncés. Donc, il y a effectivement aussi un guide pour les métiers de l'infrastructure que j'ai trouvé peut-être un peu moins pertinent pour aujourd'hui. Et avec ces mots, je vais d'abord remercier Maxime pour ton intervention. Merci d'avoir pris le temps de préparer, de partager ton expertise et ton expérience en matière de dépose soignée. Merci à l'ensemble des participants. Vous étiez à peu près 70 à nous écouter aujourd'hui. Et on vous dit à bientôt pour un prochain événement. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.